Monsieur Herman Vega, je vous remercie de votre attention, de nous avoir reçus dans votre atelier et dans cette belle exposition, à l'occasion de cette belle exposition. J'aimerais vous poser quelques questions concernant, si j'ose dire, votre aventure picturale. Ma première question sera, pourriez-vous nous parler un peu de votre regard sur la vie et sur l'art en général? Oui, je crois qu'on ne peut pas faire une dichotomie entre la vie et l'art quand on est artiste. Quand on est artiste, on est un peu comme en état d'éveil vis-à-vis de ce qui arrive autour de soi. En tout cas, dans mon cas. Dans mon cas, c'est la situation sociale et la situation politique qui très souvent fait démarrer un de mes tableaux. Ou alors c'est simplement l'analyse que je peux faire de l'histoire de la peinture. Mais en réalité, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans leur tour d'ivoire et qui s'isolent et qui créent deux espaces différents. L'espace vie quotidienne et l'espace artistique. Moi, je crois que dans mon cas, tout fonctionne en même temps, tout est mêlé. Merci. Alors, une autre question plus spéciale. Comment vous définissez en général votre art, votre peinture? Comment vous la définissez réellement? Bon, il y a des définitions faciles et des définitions un peu plus compliquées. La définition facile, c'est je suis par essence figuratif. C'est un art figuratif. Mais comme on sait très bien, le langage est des fois un peu restreint. Parce que quand on dit figuratif, ça peut être depuis la peinture, depuis le fond des temps de la peinture, comme jusqu'à aujourd'hui, des artistes contemporains que pour la plupart des gens sont abstraits, mais qui ont quand même une représentation de la figuration de l'environnement naturel. Depuis à peu près l'année 1968, j'ai travaillé pour ajuster ma technique. Avant, je faisais une peinture beaucoup plus libre, dans le genre gestuel, et toujours figuratif. Peu à peu, j'ai ajusté ma technique parce que j'ai considéré qu'il fallait élargir l'approche de l'observateur à un observateur moins formé. Actuellement, mes collègues artistes, et ce n'est pas une critique que je fais, se l'adresse à ses pairs, c'est-à-dire à des autres artistes, à des collectionneurs, à des directeurs de musées, à des critiques d'art. Donc il faut une œuvre très hermétique pour le grand public. J'ai décidé, ça fait déjà quelques années, de me rapprocher de la façon de s'exprimer visuellement à travers l'art, comme ça se passait avant qu'apparaisse l'appareil photo. L'appareil photo a libéré l'artiste de l'obligation d'une représentation de la réalité. La seule façon qu'on avait de se souvenir des événements historiques, ou des événements politiques, ou des événements familiaux, c'était, avant l'appareil photo, il fallait passer par un artiste. Il y avait des artistes mineurs qui vivaient dans les quartiers, qui représentaient un peu, comme aujourd'hui, la photomaton. On demandait de faire le portrait de la famille, ou d'un enfant, ou d'un parent. Et c'est ça qu'on trouve maintenant dans les marchés opus, les petits tableaux qui n'ont aucune valeur plastique, mais qui sont sensibles dans le sens de la mémoire historique. Par contre, il y a les grands maîtres, aujourd'hui on les trouve dans les grands musées, qu'eux, ils étaient obligés d'être clairs pour que les gens les moins informés sur la construction picturale puissent pénétrer dans leur discours. Mais en même temps, et c'est ça qui est très important, ils étaient obligés de respecter certaines règles. On ne pouvait pas représenter le roi ou les princes des trois quarts d'eau, des dos, les tableaux. Par exemple, positionner plus bas que les autres. Donc il y avait des obligations que faisaient qu'il y avait des restrictions dans la construction. Et malgré cela,
ils ont fait des œuvres géniales qui ont fait évoluer l'art dans le temps. Donc j'ai essayé de réanimer avec cette capacité qu'il y avait l'art avant, narratif dans le sens visuel, pas dans le sens littéraire, narratif, mais en même temps en utilisant tous les ismes qui ont été inventés à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. L'impressionnisme, le fauvisme, le cubisme, l'abstractionnisme, etc., etc. Tous ces ismes, vous pouvez les retrouver dans ma peinture, à une condition, que le tableau soit structurellement réussi et qu'il soit cohérent. Question sur qu'est-ce que vous pensez sur l'art et surtout la peinture mondiale, où va l'art mondial? Disons qu'il y a comme la croûte terrestre, il y a plusieurs couches. L'art mondial, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confondre avec le marché de l'art. Le marché de l'art, c'est un symptôme de notre société où on cherche à exploiter le manque de mémoire de l'humanité. On fait tout pour perdre la mémoire. C'est pour ça que les guerres continuent, les génocides continuent, parce qu'on oublie les derniers génocides, il y en invente un nouveau, alors généralement, qui ont des jeunes ou qui ont dînent et qui regardent la télévision. Et c'est une information télévisée où on voit comment on détruit des pays, comment on détruit des civilisations, comment on détruit l'être humain. Et en même temps, on dit, passe-moi le sel, c'est très bon ce que tu es en train de faire, ce que tu as cuisiné pour nous. Bon, cette illusion de vivre la réalité, donc ce n'est pas une réalité, c'est une réalité manquante de communication. Il y a l'information. L'information va dans un seul sens. La communication et la transmission est très important. Je me préoccupe pour la transmission. Dans mon travail, ce que je cherche à faire, c'est qu'au moment où se passent les choses les plus agréables de la vie, il faut toujours être conscient qu'il y a des gens qui ont des problèmes graves qui se passent dans le lieu où ils sont. Et en réalité, l'art contemporain, c'est une recherche d'oblitérer, d'occulter cette partie de la vie qui est violente, qui est douloureuse, qui se passe autour de nous, pas très loin de chez nous, d'occulter avec des objets qui sont frappés par un gigantisme. Paul Klee ne devrait pas exister aujourd'hui, s'il était un artiste aujourd'hui, parce que ses œuvres les plus grandes ne faisaient pas plus qu'1,20 m par 1,20 m. Aujourd'hui, pour être artiste reconnu, il faut faire des œuvres de 6 mètres pour 10 mètres, et dans le même temps, banaliser presque comme un jeu pour enfants handicapés mentaux. J'aimerais aussi vous poser une question concernant votre esthétique picturale, parce qu'on voit souvent dans vos peintures des références à d'autres peintures, à d'autres peintres, souvent. Alors j'aimerais poser cette question, quelle est la part des références picturales dans vos tableaux et qu'est-ce qui vous apporte cette interpicturalité? Comme je disais tout à l'heure, on souffre d'un manque de mémoire dans notre société. Et moi, je travaille depuis déjà plusieurs décades sur la mémoire de l'observateur, la mémoire cultivée, la mémoire sociale et politique et la mémoire quotidienne. Il y a un très joli mot pour cela en espagnol, c'est le mot las vivencias, le vécu. Le vécu qu'on a commencé, nous, à la sortie du ventre de notre mère et qui nous a nourri, qui a nourri notre mémoire. Et que ce n'est pas forcément isolé dans la mémoire sociale ou culturelle. Sauf qu'il y a des gens qui ont une formation plus aiguë vis-à-vis du culturel, des autres plus proches du social et du politique, ou simplement des gens qui leur mémoire est uniquement leur propre vécu. Et généralement, c'est les enfants et les adolescents qui ont cette mémoire-là. Donc, ça me permet d'approcher les différentes générations et que chacun puisse trouver une porte d'entrée dans mon travail. Quand je cite des fragments de tableaux des grands maîtres de l'histoire, j'ai une
j'ai une technique pour le choix. J'ai dit une stratégie plutôt qu'une technique. J'ai choisi des artistes connus pour éviter que ça passe sans être reconnu par l'observateur. Si je prends la leçon d'anatomie, même les gens qui ignorent qui l'a fait et comment s'appelle le tableau, à un moment donné, ça a apparu dans leur vie à travers un calendrier dans le laboratoire qui vend des produits médicaux, ou alors, s'ils étaient un peu plus formés à l'école, quand on apprenait l'histoire de l'art, ou des gens très cultivés qui savent même très bien de quoi s'agit-il. Donc, quand je prends cet élément, et je fais des recherches comme j'ai fait pour la leçon d'anatomie, que je cherchais parce qu'il y avait un parallèle avec l'iconographie qui est servi pour prouver la mort de Che Guevara en Bolivie. J'ai trouvé ce parallèle très important et je fais des recherches pendant presque 3 ans jusqu'à savoir qui était le cadavre qui était dans le tableau de Rembrandt. Donc, d'un seul coup, l'éclairage est aveuglant parce que le cadavre qui était chez Rembrandt était d'un pauvre bougre qui a été exécuté parce qu'il avait brûlé un manteau et qu'il fallait donner une leçon de fermeté à la population des Pays-Bas, parce qu'à l'époque que tout cela s'est passé, les Pays-Bas étaient comme aujourd'hui les pays dits du tiers-monde, des pays qui étaient une société riche au milieu, entourée des bidonvilles. On devait faire une exécution exemplaire pour éviter que les bidonvilles viennent attaquer les centres économiques et sociaux officiels. Donc, voilà ma démarche. Je pars des iconographies du passé pour voir de quel parallèle je peux faire avec la réalité d'aujourd'hui, sociale ou politique. D'accord. Je pose une autre question. Quelles sont vos propositions aux nouveaux qui commencent à peindre, à apprendre la peinture? Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces gens, à ces jeunes gens, concernant l'apprentissage de la peinture? Un conseil à quelqu'un qui voudrait suivre une trajectoire dans les arts visuels. Voilà. Je dirais que d'abord, c'est difficile, c'est très difficile, pour beaucoup de patience. C'est rare les gens qui sont reconnus immédiatement parce qu'il y a une espèce d'urgence aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un jeunisme. C'est-à-dire, on cherche que les gens à 20 ans soient des génies. Donc, et tout le monde s'agite beaucoup et ça crée une manque de concentration dans le travail qu'ils font. Il faut travailler honnêtement et avoir surtout une conviction de ce qu'on veut faire. C'est le seul conseil que je peux donner parce que ce n'est pas évident. Si on veut rentrer dans ce qu'on appelle le marché, c'est qu'on rentre on n'arrive même pas à grimper dans le dernier wagon du train. Donc il faut mieux être honnête et travailler dans le sens que son intérêt l'amène. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez une idée sur l'art et la peinture turque? Là, vous me passez une colle. Je connais très peu de la peinture turque parce que malheureusement, et c'est ça le phénomène qu'on peut appliquer à tous les pays qui sont marginaux, entre guillemets, de la culture occidentale. La culture occidentale aujourd'hui brille précisément pour cette mémoire courte que je vous parlais avant, et que seulement un peu comme quand on parlait tout à l'heure de métissage, pour la unique culture bonne, intéressante, puissante, c'est celle qui représente la culture occidentale d'aujourd'hui, à tel point que quand c'est des artistes chinois qui sont reconnus aujourd'hui, ou les artistes indiens qui sont reconnus, qui se vendent très cher actuellement, et même des artistes africains, c'est parce qu'ils s'approchent dans la forme à ce qui est aujourd'hui bon dans le marché occidental. C'est une sorte de miroir. Et je pense que la culture turque, comme la culture péruvienne, est très ancienne et qu'elle n'a pas besoin de miroir pour exister. Monsieur Herman Bramwell, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci.